Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. Les militaires au pouvoir depuis le coup d'État n'ont pas autorisé la venue ce mardi à Niamey d'une délégation conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies pour des raisons de sécurité. Les négociations directes avec les militaires nigériens restent encore impossibles. Un nouveau sommet de la CEDEAO s'ouvre ce jeudi. L'organisation ouest-africaine dit n'écarter aucune option. La réforme du code électoral sénégalais rend leur éligibilité à deux figures de l'opposition, Khalifa Sall et Karim Wade, une modification à 7 mois de l'élection présidentielle. Les autorités togolaises font le bilan du recouvrement des recettes fiscales. Un bilan à la hausse est annoncé. Nous ferons le point dans ce journal. Mais tout d'abord, l'intensification des combats au Soudan, notamment à Khartoum, où depuis ce lundi, l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan mène des frappes aériennes et utilise aussi l'artillerie lourde. Ces forces tentent de prendre le contrôle d'un pont sur le Nil dont les FSR, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, se servent pour acheminer des munitions. Les affrontements entre les deux camps ces derniers jours, à savoir les échanges de tirs de mortier et d'artillerie lourde, ont été extrêmement violents, notamment au niveau de plusieurs quartiers résidentiels de la capitale, faisant des victimes parmi les civils. Certains activistes font état d'un bilan provisoire de moins 9 civils tués lors de ces affrontements, prolongeant ce conflit qui, depuis avril dernier, a fait plusieurs milliers de morts et près de 4 millions de personnes déplacées et réfugiées. La délégation tripartite composée de représentants de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui devait arriver à Niamey ce 8 août s'est vue refuser l'entrée dans le pays par les militaires au pouvoir depuis le coup d'État. Cette mission a été annulée à la suite d'une communication des autorités militaires du Niger affirmant qu'elles n'étaient pas en mesure de recevoir cette délégation. Les putschistes invoquent des raisons de sécurité. Nathalie Mo. Des raisons de sécurité, prétexte du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, pour refuser une mission de médiation tripartite Union africaine, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et Nations unies. Dans une lettre adressée à la CEDEAO le 8 août 2023, la junte a relevé un nécessaire report de la mission dans un contexte de menace d'intervention militaire ouest-africaine contre le Niger. Tout en réitérant leur disponibilité à engager des discussions avec les délégations ou émissaires concernant la situation au Niger, comme indiqué à la mission conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdou Salami Aboubakar, le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas l'accueil des dites délégations dans la sérénité et la sécurité requises. C'est la troisième fois que le CNSP ferme la porte à une médiation conduite par la CEDEAO. Le bloc communautaire doit se rassembler en sommet extraordinaire sur la situation politique au Niger le 10 août 2023 à Abuja, au Nigeria. Même si plusieurs pays de la sous-région sont prêts à déployer des militaires au Niger, la voie diplomatique pour une sortie de crise reste une priorité pour la CEDEAO. Les rejets successifs, on peut croire que ça va freiner l'élan des négociations, mais non, c'est une stratégie pour juste gagner en temps et avoir la force de négocier. Parce que les autorités militaires veulent négocier en position de force que de faiblesse. Sourd à la médiation de la CEDEAO, le Niger multiplie des rencontres avec les autorités du Mali et du Burkina Faso. Réaffirmant leur solidarité au CNSP, les gouvernements maliens et burkinabés ont interpellé, le 8 août 2023, les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine et de l'ONU sur l'impact humanitaire des sanctions de la CEDEAO. Nous n'avons pas besoin de sanctions. Je pense qu'il y a énormément accès de souffrance que nos populations traversent. Les frontières aériennes et terrestres du Niger sont toujours fermées depuis l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO pour un rétablissement du pouvoir du président Mohamed Bazoum le 6 août 2023. Dans un communiqué conjoint sanctionnant une visite officielle à Niamey du ministre malien de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, Mali et Niger ont appelé la CEDEAO à imposer des sanctions contre les terroristes qui sèment l'insécurité dans le Sahel.
La CEDEAO met pour l'heure en avant la solution diplomatique. Les dirigeants de l'organisation se réunissent ce jeudi à Abuja, au Nigeria, pour un sommet extraordinaire, une nouvelle réunion de crise sur la situation au Niger. L'annonce de cette rencontre intervient après l'expiration de l'ultimatum posé par l'organisation ouest-africaine à la junte en place au Niger, menacée d'une intervention militaire si elle ne rétablit pas le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Alors, sans exclure une intervention militaire, le chef de l'État du Nigeria, Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO, mise toujours sur une solution négociée. Corinne Kamsefem. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se réunira ce 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, en sommet extraordinaire pour tabler sur le cas du Niger. Alors que les militaires dictent toujours la loi après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en date du 26 juillet, cette rencontre de la CEDEAO, la deuxième depuis le coup d'État, intervient après des missions infructueuses des délégations de l'organisation régionale au Niger et l'expiration de l'ultimatum. En date du 30 juillet, la CEDEAO avait en effet donné un ultimatum de 7 jours aux autorités militaires conduites par le général Tchiani pour restituer le pouvoir au président Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, elle pourrait être contrainte d'intervenir militairement. L'option militaire devient de plus en plus difficile à opérer pour la CEDEAO. Pourquoi je dis cela? Parce que la CEDEAO a mis la charrue avant les bœufs en prônant l'option militaire au lieu de mettre l'accent sur le dialogue. Cela fait un. Deuxièmement, en faisant cela, la CEDEAO a créé dans la sous-région, les populations ont eu une sympathie pour le Niger. Parce que c'est quoi? Lorsque tu opprimes le faible, tu fais de telle sorte que les autres soutiennent le faible contre le fort. Et troisièmement, la CEDEAO risque de s'éclater parce qu'elle n'a jamais eu ou elle n'a jamais pris la latitude de pouvoir constituer une force pour lutter contre le terrorisme au Burkina, au Niger et au Mali, qu'aujourd'hui elle se met en défenseur de la démocratie. Selon la télévision nationale du Niger, les communautés étrangères qui vivent dans ce pays et issues des pays de la CEDEAO ont manifesté leur opposition à une intervention militaire telle que suggérée par la CEDEAO. De même, le Sénat nigérian s'est désolidarisé de toute intervention militaire au Niger. Dans une tournée de remerciements aux autorités maliennes et burkinabées solidaires du coup d'État contre le président Bazoum, des officiers supérieurs nigériens rassurent du soutien de ces deux pays si jamais la CEDEAO mettait sa menace en exécution. Un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Mais en plus de ces sanctions, il est question d'une intervention militaire. Et au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye. Et nous allons conjuguer nos efforts pour que cette situation n'arrive pas. En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour pouvoir faire face à la situation, pour sécuriser nos populations et pour sécuriser nos deux pays. À l'issue du premier sommet extraordinaire sur la situation au Niger, la CEDEAO avait annoncé une série de 9 sanctions à fort impact économique, dont la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre ses pays membres et le Niger, la suspension des transactions commerciales, le gel des avoirs à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Les autorités militaires du Niger ont quant à elles fermé leur espace aérien le 6 août et nommé plusieurs responsables dans la haute administration, dont un Premier ministre en la personne de Ali Mahaman Lamine Zein. Et toujours à propos de la crise nigérienne, Rissa Agboula, ancien leader de la rébellion Touareg et actuellement ministre d'État numéro 3 dans la hiérarchie gouvernementale, a annoncé ce mardi la création au Niger d'un Conseil de la résistance pour la République, un mouvement destiné à rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. C'est ainsi que le mouvement déclare son intention de soutenir les efforts de la communauté internationale visant à restaurer l'ordre constitutionnel
constitutionnel au Niger. Sachez par ailleurs que dans un communiqué publié ce 9 août, la junte accuse la France de déstabilisation et notamment de violation de l'espace aérien nigérien en vigueur depuis dimanche et d'avoir d'une façon unilatérale libéré 16 terroristes qui étaient prisonniers. Geraldo Martins arrive à la primature. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a nommé cette personnalité de l'opposition au poste de Premier ministre. Geraldo Martins, vice-président du PAIGC, succède à Nuno Gomes Nabiam. Le PAIGC, principale formation politique au sein de la coalition de l'opposition PAI Terra Ranca, avait remporté la majorité absolue aux élections législatives tenues en juin dernier, imposant dès lors une cohabitation au chef de l'État Umaro Sissoko Embalo, d'où cette nomination de Geraldo Martins qui a dans le passé occupé le poste de ministre des Finances sous la présidence de José Mario Vaz entre 2014 et 2020. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté le 5 août dernier un projet de loi modifiant le code électoral. La réforme permet à deux figures majeures de l'opposition, Khalifa Sall et Karim Wade, exclus du champ politique depuis plusieurs années, de revenir dans le jeu politique et de se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Philomentine. Exclus du champ politique sénégalais depuis plusieurs années, Karim Wade et Khalifa Sall pourraient se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Ceci à l'issue de la réforme du code électoral du Sénégal adoptée le 5 août 2023 par le Parlement et permettant à une personne condamnée ayant bénéficié ensuite d'une amnistie ou d'une grâce de figurer sur les listes électorales. Karim Wade et Khalifa Sall avaient été condamnés respectivement en 2015 et 2018 pour des crimes économiques. Nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. Cette modification de l'article L28 du Code électoral du Sénégal est de l'avis de certains observateurs de la scène politique sénégalaise l'un des principaux acquis du dialogue national initié fin mai 2023 par le président Macky Sall. Voir Karim Wade et Khalifa Sall recouvrer l'éligibilité présentement, mais c'est une satisfaction parce que c'est une injustice qui a été corrigée. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que lors de leur condamnation, aucun juge n'a prononcé la perte de leurs droits civiques et politiques. Mais c'est par l'entremise du président de la République à travers sa majorité à l'Assemblée nationale d'alors qu'un code électoral a été modifié afin de les empêcher de prendre part à la présidentielle de 2019 parce qu'il constituait une réelle menace pour son parti, notamment pour sa deuxième candidature. À environ 6 mois du scrutin présidentiel prévu le 25 février 2024 au Sénégal, les tensions politiques sont de plus en plus vives dans le pays. Au cœur de celle-ci, l'inculpation d'Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection. L'opposant sénégalais est placé en détention depuis le 31 juillet 2023. Le pouvoir burkinabé met fin à la convention fiscale de non-double imposition avec la France, décision actée depuis le 7 août par le ministère burkinabé des Affaires étrangères dans une note adressée au Quai d'Orsay. Cette convention a été conclue entre les deux pays en 1965. Le texte prévoyait entre autres que les sociétés françaises paient des impôts à la France sur les revenus qu'elles gagnent au Burkina Faso tout en étant exemptées de nombreuses charges fiscales sur le sol burkinabé. Un accord donc très avantageux pour les multinationales françaises opérant dans le pays. La fin de cet accord est intervenue au lendemain de la décision de la France de suspendre ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Burkina Faso, pays solidaire des militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso au Niger après le coup d'État condamné par le gouvernement français. Le bilan des recettes fiscales collectées par l'Office togolais des recettes. Au premier trimestre 2023, les autorités indiquent avoir enregistré une augmentation de plus de 19% par rapport à la même période l'an dernier. Un bilan qui dépasse donc l'objectif fixé par l'État. Les précisions dans ce sujet signé Amenedji.
Au Togo, les recettes fiscales collectées par l'Office togolais des recettes OTR au premier trimestre 2023 ont atteint 219,87 milliards de francs CFA, représentant un taux de réalisation de 24,11% sur un objectif de 912,10 milliards de francs CFA fixé par l'État. Selon les données du ministère des Finances, la mobilisation représente une hausse de 19,61% par rapport au premier trimestre 2022, soit une progression de 36,05 milliards de francs CFA. Notons également que le Togo a mis en place l'unité de politique fiscale qui a également contribué à ce qu'on restructure un peu l'environnement de collecte des recettes fiscales et non fiscales. Il faut dire que l'OTR, depuis les 2 dernières années également, a introduit une nouvelle taxe et je trouve bien que le civisme des Togolais contribue également à cette hausse de performance en termes de mobilisation de ressources. Ces recettes fiscales mobilisées se répartissent en 3 catégories, que sont les impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Elles sont contribuées pour 40,67 milliards de francs CFA aux recettes fiscales totales. Il va de soi que le Togo doit également faire beaucoup d'efforts, tout comme les autres pays, pour augmenter relativement le taux de pression fiscale, même si il n'est pas encouragé que ce soit aux dépens du développement de l'activité économique du secteur privé. Donc, il est encouragé aujourd'hui que l'OTR continue ses réformes dans un environnement institutionnel propice pour que les ressources collectées puissent contribuer réellement au développement du pays. Les impôts et taxes intérieures sur les biens et services ont représenté la plus grosse contribution, 117,69 milliards de francs CFA, dont 34,66 milliards proviennent de la TVA et 1,04 milliard de francs CFA de la taxe sur les véhicules à moteur. Au total, les mobilisations fiscales ont constitué 60% des recettes totales du pays, qui s'élèvent à environ 362 milliards de francs CFA au 31 mars 2023. La France a battu le Maroc ce mardi en Australie lors des 8e de finale. Les Bleus sont ainsi qualifiés pour les quarts de la Coupe du Monde de football. La France a pris la main dès le début de la rencontre avec les Lions de l'Atlas, qui avaient pourtant affiché de belles promesses depuis le début de la compétition. Mildred Diamouf. Pas de quart de finale pour le Maroc au mondial de football féminin Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Le Maroc a concédé 4 buts contre la France sans en inscrire un. Les signes de l'élimination des filles du sélectionneur Reina Pedros se précisent lors du 3e but français à la 23e minute de jeu. Malgré les efforts des Marocaines pour revenir au score, l'adversaire marque un 4e à la 70e minute. Le parcours du Maroc s'achève ainsi en 8e de finale. Les Marocains étaient dans un rêve éveillé, parce que prendre une claque d'entrée de jeu face à l'Allemagne et derrière réagir. Moi, j'ai beaucoup apprécié le discours de Reina Pedros à la conférence de presse d'après-match, lorsqu'il dit on va tenter de rassurer les joueuses. Oui, on peut être frustré de ce résultat, mais il faut toujours garder à l'esprit que les premières personnes à être tristes face à un mauvais résultat sont les principaux acteurs, à savoir, c'est des joueuses. Donc, il fallait les rassurer, on les a rassurées. Pour leur première participation à la Coupe du Monde féminine de football, le Maroc a réussi un immense exploit en se qualifiant en 8e de finale après avoir triomphé de la Corée du Sud et la Colombie. Sur les traces de l'équipe masculine arrivée en demi-finale du Mondial 2022, la sélection féminine a elle aussi eu un parcours élogieux en Coupe du Monde. Derrière, il y a une belle épopée, quoi qu'on en dise. Maintenant, est-ce que le football africain a des dispositions pour pouvoir titiller les quarts de finale, voire les demi-finales? Je pense que oui. D'ailleurs, si vous me demandez mon avis, une équipe africaine féminine gagnera la Coupe du Monde avant une équipe masculine. Dernier pays africain en course au mondial féminin, le Maroc est éliminé au lendemain des sorties de l'Afrique du Sud et du Nigeria, battus en 8e de finale respectivement par les Pays-Bas et l'Angleterre. Le premier pays africain à quitter la compétition était la Zambie, avec le bilan d'une victoire contre le Costa Rica et de 2 défaites contre l'Espagne et le Japon. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.